20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité marquée par cet incendie hier jeudi à la décharge de Mbebeus, alors qu'il aurait été déclenché par un vent violent. Il a tué 2 personnes, 2 autres sont grièvement blessés. Retour sur le drame en début d'édition. Le combat contre le changement de gestion des écoles Yavuz Selim se poursuit. Ce vendredi, éducateurs et parents d'élèves sont descendus dans la rue. Pour eux, pas question de confier la gestion des établissements à la fondation Marif, une fondation étatique créée en juin dernier par les autorités turques. Situation préoccupante dans la commune de Cœur-Mousseux. Elle est située dans la région de Thiès. C'est également là-bas qu'est construit l'aéroport international Blaise Diagne. Déplacés, des habitants refusent toujours de quitter le périmètre de l'aéroport et ce, malgré la mise en place de sites de recasement. La capitale sénégalaise vibre au rythme des fêtes de fin d'année. À 24 heures de la soirée de Noël, vous êtes nombreux à acheter vos derniers cadeaux. Dans ce journal, direction le boulevard du Centenaire à la découverte du marché de Noël. Ce soir, l'invité du 20h est Monsieur Ibrahima Diallo, directeur général de la DAF, la direction de l'automatisation du fichier. Un entretien avec Mamoudou Ibrakan que vous pourrez suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Vous regardez la télévision Futur Média, merci d'être avec nous. Un journal que nous ouvrons avec cet incendie hier jeudi à la décharge de Mbebeus. 2 recycleurs ont perdu la vie, 2 blessés graves ont pu être secourus. D'après le secrétaire général du syndicat national du bâtiment, du nettoiement, l'incendie a été déclenché par un vent violent. Pour Madanissi, la situation est alarmante, raison pour laquelle il invite l'État du Sénégal à davantage de fermeté pour délocaliser cette décharge à ciel ouvert qualifié de bombe écologique. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Chérif Dia. Ce qui s'est passé hier, c'est un phénomène naturel, puisqu'avec le vent de sable qu'il y a eu hier, venant de la sous-région, passant par Kermassar et Malika, donc il y a eu un tourbillon de sable presque à l'origine vraiment de cet incendie. Et tout le monde sait que Mbebeus est dans une zone marécageuse et à cette période, nous avons des ordures qui sont légères, donc ce n'est pas des ordures qui sont lourdes, donc ça occasionne chaque fois des phénomènes de cette ampleur. Mais pour cette fois-ci, ça a eu vraiment des conséquences fâcheuses puisqu'il y a eu mort d'homme. Et je pense à ce niveau-là, il est de la responsabilité de l'État qui a la mission régalienne de mettre des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Mbebeus est là depuis 1968. La nappe phréatique est atteinte. Aujourd'hui, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Il y a plus de 3500 personnes qui y travaillent et qui gagnent en moyenne presque 14 millions. Et je pense à ce niveau-là, il faut les organiser et leur permettre aujourd'hui de créer d'autres infrastructures pour se décharger vraiment de Mbebeus qui est devenu une bombe écologique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une gestion informelle. Tous ces pays aujourd'hui qui étaient venus s'enquérir du modèle Sénégal, ils sont en avance. Regardez le Rwanda, regardez la Tunisie, regardez la sous-région. Donc je pense que l'État a la responsabilité de créer ces infrastructures-là. Et on reste avec cet incendie à la décharge de Mbebeus, rencontré par la rédaction. Des recycleurs sont revenus sur les circonstances du drame. D'après eux, l'incendie s'est déclaré aux environs de 11 h du matin. C'est en fin d'après-midi, à 17 h, que les pompiers ont repris le contrôle de la situation. Construction de l'aéroport international Blaise Diagne. Déplacés, des habitants de la commune de Cœur-Mousseux refusent de quitter le périmètre de l'aéroport. Des sites de recasement ont pourtant été installés. Le protocole de Sali a également été signé. Zoom sur cette situation, c'est avec nos correspondants dans la région de Thiès. C'est avec Charanta Diop et Saïla Tire. Kassoukhatch, Kachelit et Mbadat, ces villages déplacés par l'aéroport international Blaise Diagne respirent aujourd'hui l'aisance au niveau de leur site de recasement avec toutes les commodités requises. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour un relogement durable de ces populations. Vous voyez tout ce site de recasement qui est là avec toutes les commodités. École, grande mosquée, centre socio-culturel, poste de santé et tant d'autres. Nous leur avons offert ça parce qu'on a jugé nécessaire qu'ils ont été déplacés et qu'ils doivent bénéficier des retombées du projet.
Malgré cela, il y a toujours une vingtaine de familles qui s'entêtent à libérer l'emprise de l'aéroport. L'essentiel, le village de Mbadat a été déplacé à 100%. Aujourd'hui, dans le village de Kessal aussi, il reste quelques maisons et que vraiment, ils sont dans la disposition de rejoindre le site de recasement. Nous avons un taux de réinstallation qui est à 80% aujourd'hui et que nous espérons que le reste se fera sans difficulté. Les populations qui sont encore dans l'emprise de l'aéroport vont se déplacer, vont libérer l'emprise. Parce qu'au sortir du protocole de Sali, là-bas, on avait signé des accords. Et aujourd'hui, il reste une vingtaine de familles seulement à déplacer. Mais on privilégie le dialogue, la concertation, au moins pour arriver à un déplacement apaisé, comme le veut les bailleurs de fonds. Les populations riveraines ont bénéficié d'une formation initiée par l'aéroport dans le cadre de la vulgarisation d'un plan d'action sociale. Toutefois, les populations invitent la direction de l'aéroport Blaise Diagne à réfléchir au recrutement de la main-d'œuvre locale. On passe au changement de gestion des écoles Yavuz Selim. Ce vendredi, éducateurs et parents d'élèves sont descendus dans la rue. Pour ces derniers, pas question de confier la gestion des établissements à la fondation Marif du gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan. Retour sur cette manifestation avec Chertidiane Dione et Diafaraba. Élèves, parents d'élèves, corps enseignants sur le tronçon, place de l'obélisque Triangle Sud pour décrier la nouvelle gestion de Yavuz Selim. Une situation qui inquiète au plus haut niveau l'administration de l'établissement scolaire. La mobilisation de ce jour, comme celle à venir, participe de l'engagement sans faille de tous les parents, de tous les syndicats d'enseignants et de toutes les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme à dénoncer les agissements du président turc Erdogan pour récupérer et détruire les œuvres sociales et les écoles d'excellence créées et développées depuis des décennies. C'est ma 10e année à Yavuz Selim et ce n'est pas normal aussi qu'on ferme une école où on change d'administration. Je suis bien content que tout le monde soit venu nous aider dans cette marche. Oui, parce que je suis élève à Yavuz Selim et on est fiers de venir ici pour représenter notre école. Parce qu'on est soumis à des trucs qui sont pas normaux, c'est pas normal. Nous sommes des élèves, on doit se battre pour notre éducation. On doit sauver notre école, c'est l'image de notre école, donc on doit tout faire pour honorer notre école. L'administration n'est pas seule dans ce combat, elle est soutenue par quelques représentants du peuple. Mamadou Diagne Fada dit être dépassé par cette mesure. Nous pensons qu'ils ont raison de s'inquiéter de l'avenir scolaire de leurs enfants. Parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas que les problèmes turco-turcs arrivent au Sénégal pour perturber nos enfants, pour stresser nos enfants. Encore une fois, nous avons tous, en tant que parents, en tant que Sénégalais, nous avons peur de l'inconnu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici prêter main forte aux organisateurs. 20 ans d'existence, 20 ans de succès, élèves, parents d'élèves soutiennent qu'il est impensable que l'administration de l'établissement soit confiée à la fondation Marif, une structure qui a été créée le 28 juin dernier. L'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État en soutien à leur collègue Abdou Gakou, chef de poste au district de Diofor, à Fatick. Il est accusé d'avoir exercé illégalement ses fonctions. Pour l'ANIDES, un cadre réglementaire et un ordre des infirmiers doit être mis en place. Cela permettra, selon eux, de connaître les limites du métier d'infirmier. Écoutons le président de leur association. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. Dans le cadre de son rôle de collaboration au niveau communautaire, l'infirmier chef de poste est mis sous la responsabilité d'un médecin chef de district. Ce dernier a l'obligation de le superviser, de l'encadrer et de l'orienter sur les réels besoins des populations. Aujourd'hui, avec le cas de Diofior, où on parle d'exercice illégal de la médecine, nous invitons à ces acteurs de nous fournir un référentiel ou un cadre juridique fixant le champ d'exercice de l'infirmier, surtout en milieu communautaire. Le test de diagnostic rapide, appelé TDR, est un examen paraclinique, comme l'échographie. Donc le réaliser revient-il à exercer illégalement la médecine? À se rappeler que la prescription médicale est le seul lien hiérarchique
existant entre le médecin et l'infirmier. C'est vraiment inélégant de voir qu'un responsable s'érige en dénonciateur alors qu'il dispose de voies et moyens permettant de réguler les interventions sanitaires des acteurs de la zone. Le président Macky Sall reçu en France pour une visite d'État, l'occasion pour la rédaction de s'intéresser au rapport qu'entretiennent les hommes politiques sénégalais avec l'Hexagone. D'après Diallo Diop, ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le Sénégal dépend toujours de la France. D'ailleurs, plusieurs chefs d'État ont choisi d'y passer leur retraite. Sa réaction dans ce reportage d'Alassane Ba et Mohamed Dia. C'est l'histoire, complexe ou non, c'est l'interrogation qui revient toujours. Le rapport de nos hommes politiques et la France. Notre premier président de la République, après 20 ans à la tête du pays, a été prendre sa retraite en France. Son successeur désigné, deuxième président, a fait également 2 décennies à la tête du pays. Et quand il a pris sa retraite, il a été la prendre en France, à la francophonie. Le troisième président, qui est le premier président démocratiquement élu de l'histoire de ce pays, n'a pas trouvé mieux à faire après sa chute que d'aller se réfugier à Versailles à son tour. Alors espérons que quand on va se débarrasser de l'actuel président, qu'il ne fera pas comme ses prédécesseurs, puisqu'il prétend que lui n'est pas colonisé étant né après l'indépendance. Habitude de nos dirigeants, la plus ancienne colonie française qui peine toujours à trouver son indépendance, de l'avis de Diallo Diop. Le Sénégal n'a ni indépendance politique. Nous étions littéralement encerclés par l'assistante technique française au cours des 2 premières décennies, ni souveraineté militaire. Nous avons jusqu'à ce jour des bases militaires de l'ancien colon sur notre territoire, ni souveraineté monétaire. De Diouf passant par Wade au président Macky Sall, l'on a l'habitude de voir des hommes politiques aller en France pour manifester. Ce sont ceux qui ont les moyens de payer le billet d'avion Dakar-Paris et qui ont un visa d'entrée sur le territoire Schengen. Mais quand ils ne peuvent pas faire le déplacement, ils font le tour des missions diplomatiques occidentales dans Dakar, ce qui revient au même, comme si les maîtres du monde occidentaux pouvaient être des arbitres. Difficile alors de faire disparaître tout cela. De nouveaux élites patriotes préconisés par l'ancien secrétaire général du RND. L'avenir de la France se trouve en Afrique selon le dernier rapport du Parlement français. Et qu'en est-il de l'avenir de l'Afrique? Il faudra qu'elle tourne le dos à l'Europe, à l'Occident et à une certaine partie de l'Orient. Et puis cette visite d'État du président Macky Sall en France, diversement appréciée par les citoyens sénégalais. Si certains saluent l'initiative, d'autres soupçonnent le chef de l'État de placer l'économie du pays entre les mains de la France. Mamadou Fall et Léa Niafouna. Macky Sall, jugé par certains de ses compatriotes, sa visite d'État effectuée en France est considérée comme une très bonne opération pour le Sénégal, pense ce septuagénaire qui a passé la moitié de sa vie en France. Aussi, c'est eux qui l'ont. Nous, on a la matière première, mais il faut l'exploiter. Mais il faut des gens, des matériels pour ça. On ne l'a pas. Il faut aller vers eux et que les Sénégalais qui vont travailler dans l'industriel ici, et ils sont que les statuts durs sur ça, mais c'est pour le Sénégal. Ils ne partent pas avec. C'est pour le Sénégal. C'est pour les Sénégalais. C'est ça que je vois. France, Chine, Turquie, c'est du pareil eux-mêmes. Cet ingénieur du BTB pense que le Sénégal doit voler de ses propres ailes. Nous travaillons donc dans le domaine du génie civil et tout ça, mais on a des fois des difficultés à trouver des marchés. Et je me rends compte qu'à chaque fois, il y a des entreprises étrangères, turques, marocains qui sont là, qui prennent tous les marchés. C'est quelque chose comme ça, quoi, sacrifier ses fils. Parce que par exemple, je vous donne un exemple. Nous, par exemple, on a travaillé avec une entreprise turque qui est là, GMI. Donc c'est eux qui ont gagné le marché du gros porteur qui est à Diamniadio. Mais c'est des gens qui t'exploitent. Autre avis, le président de la République ne devait pas remettre la gestion économique du Sénégal aux Français. La visite d'État du président Macky Sall en France a poussé certains Sénégalais à s'intéresser davantage à la coopération franco-sénégalaise. Certaines personnes croisées exhortent le chef de l'État à penser local.
Parlons à présent des élections législatives prévues en juillet 2017. La députée Seynabou Wade s'oppose à l'augmentation du nombre de représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Selon elle, il faut conserver le nombre actuel de députés. Il est fixé à 150. Augmenter le nombre de députés serait toujours, selon Seynabou Wade, synonyme de charge supplémentaire pour l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Chertidiane Dione et Diafaraba. Je me suis dit, bon, il a été convoqué, il a répondu à la convocation et c'est tout. J'ai une certaine expérience parlementaire. On devait se mettre autour d'une table et revoir comment faire, parce qu'on parle d'élections législatives, comment faire pour changer un peu l'Assemblée. Augmenter les députés? Non, pas augmenter les députés. Déjà, pour ce qui est de la diaspora, moi j'aurais préféré qu'on en prenne 20 pour être sûr d'avoir au moins toute la diaspora, toutes les représentations. Les 30 pour le Sénégal. Moi, je pense qu'on a eu à avoir 80 députés, 90, 100, 120. Donc, ce n'est pas le problème de nombre. Le problème, c'est comment la représentation. Au lieu de faire la liste nationale, maintenant, ils n'ont qu'à faire désormais la liste départementale. Nous avons 45 départements. Ils n'ont qu'à faire le dispatching entre les 45 départements. Ils vont prendre l'avion pour venir. Donc, c'est une charge supplémentaire. À Saint-Louis, le chef d'état-major général des forces armées a procédé à l'installation officielle du nouveau commandant de la zone numéro 2. À ce poste, le colonel Mbaye Cissé remplace le colonel Henri Diouf. Le nouveau commandant s'est engagé à faire face à la menace terroriste dans le nord du pays. Écoutons-le, notre correspondant dans la région, Ousseynou Diop, lui a tendu son micro. C'est un redoutable privilège de commander, et surtout de commander une zone militaire. Mais je peux dire à ce stade que je n'ai pas d'appréhension, puisque je peux compter sur le soutien du commandement. Et j'ai trouvé sur place des hommes très motivés, très engagés. Disons qu'il n'y a pas de feuille de route particulière. La feuille de route d'un commandant de zone s'inscrit toujours dans la feuille de route du chef d'état-major général des armées, qui à travers ses orientations prioritaires dégage des perspectives et dégage la voie à suivre. Donc nous entendons déjà consolider les acquis de notre prédécesseur et nous inscrire dans la prise en charge des menaces. Comme vous savez, notre région est une région particulière, c'est une région frontalière et avec le contexte sécuritaire actuel, nous avons du travail. Donc l'accent sera mis effectivement sur la prise en compte de toutes ces menaces qui peuvent planer sur la région. Et à présent, direction la commune de Kaour. Elle est située dans le département de Goudomp. Sur place, la construction d'un foyer pour les jeunes ne se passe pas comme prévu. Alors que la fin des travaux a été annoncée, tel ne serait pas le cas et le bâtiment serait déjà en train de s'effondrer. Le maire de la commune demande des explications à l'équipe sortante de la collectivité locale. Le gouverneur de Sédhiou demande, lui, l'ouverture d'une enquête. Reportage de nos correspondants dans la région de Sédhiou, Bakary Conté est à la Sambe. Le foyer des jeunes de Kaour est en état de dégradation très avancé. Construit il y a de cela 2 ans, le mur commence à tomber. Les jeunes demandent des explications. Le maire Sékou Ndiaye interpelle l'équipe sortante et l'entrepreneur. La construction, vous dites c'est terminé, d'accord, terminé. Mais dans quel état se trouve cette construction-là, ce bâtiment, après, je ne sais pas, 2 ans de construction seulement? Vous voyez que ce bâtiment est dans un état de délabrement. Voilà, des murs qui tombent un peu partout, des toilettes qui ne sont pas achevées. Donc, pour vous dire que ce bâtiment-là est loin d'être achevé. Ce bâtiment est loin d'être achevé, ce bâtiment n'est pas du tout équipé. Alors, nous avons construit comme une sorte de hangar, voilà, resté à lui-même, dont la jeunesse ne peut pas effectivement utiliser. Lors d'un CRD à Sédhiou, les partenaires ont déclaré que le foyer a été construit et équipé, des propos démentis par le maire. Ça a même fait l'objet d'un débat lors d'un CRD avec le gouverneur à Sédhiou. Les partenaires ont dit que ça a été construit et équipé. C'est que moi j'ai complètement démenti. Je dis que le bâtiment est construit, mais ce n'est pas équipé. Et c'est construit et il est dans quel état aujourd'hui de l'argent? Le gouverneur de Sédhiou, Habib Léon Ndiaye, a demandé au préfet de Goudomp de mettre la lumière sur cette affaire. Prise en charge des personnes souffrant de handicap, le président du conseil départemental de Rufisque se dit pour une éducation inclusive. Axée sur les groupes vulnérables et défavorisés, elle s'efforce de développer pleinement le potentiel de chaque individu. Souleymane Doy est au micro d'Ousseynou Thiam. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu à entendre de la part de nos experts
toute la situation que vivent les personnes handicapées, surtout dans le cadre de la formation, dans le cadre de la prise en charge du matériel pédagogique. Il nous reste beaucoup à faire, c'est-à-dire faire impliquer toutes les collectivités locales à prendre en charge aussi cette situation des personnes handicapées. Nous n'avons pas encore pris la grande considération que nous donne cette loi à travers l'éducation inclusive qui est du ressort des collectivités locales. Je pense à partir de cette rencontre et avec l'appui d'Entraide Universitaire, nous puissions faire beaucoup de choses pour accompagner les personnes en situation, surtout dans les écoles privées et dans les écoles publiques qui sont bâties au niveau du département de Rufisque. Fête de fin d'année, ça y est, nous y sommes. À Dakar, l'heure est au dernier préparatif à 24 heures de la célébration de Noël. Vous êtes nombreux à acheter vos derniers cadeaux. Direction tout de suite le boulevard du Centenaire. C'est avec Souleymane Touré et Mohamed Dian. Des enfants au sommet. Père Noël arrive avec ses cadeaux. Des parents aux avant-postes pour le grand bonheur des tout-petits. Il est prévu un skateboard là. Les trucs roulants qui sont un peu à la mode, c'est cher. Mais bon, comme il se débrouille bien en classe, je vais vraiment lui acheter ça. Il a un vélo, donc ce sera tout juste ça. Au marché, Mohamed et Awa pour cueillir les fruits de l'arbre de Noël après les bons résultats à l'école. Comme cadeau, j'ai eu un overboard, une DS et j'ai aussi... Et c'est ça, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu dis à maman? Que c'est la meilleure maman du monde et mon père aussi. Je vais bien travailler à l'école. Il m'a acheté un téléphone. Elle m'a félicité et elle m'a... Qu'est-ce que maman t'a acheté comme cadeau? Ah oui, la boîte pour faire des chaussures. Noël, ce n'est pas seulement Dakar. Les enfants du Sud auront leur part du gâteau. Je viens ici pour acheter les jeux des enfants que je vais revendre à Ziguinchor. Et en même temps, je pense aussi satisfaire mes enfants par des cadeaux de Noël. Mais en même temps, Le boulevard Centenaire dans toutes ses couleurs, attendant l'arrivée du Père Noël, des parents qui vident les poches pour accompagner les enfants dans la joie. L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo, en Italie, mais tout d'abord en Gambie, où le sort du président gambien pourrait être scellé par la voie militaire, en tout cas si l'on en croit la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Yao envisage l'option militaire pour contraindre Yaya Jammeh à quitter le pouvoir qu'il a perdu à l'issue de la dernière présidentielle. L'institution déclare avoir mis en alerte des forces d'intervention. La marge de manœuvre du président déchu est réduite. La Cour suprême de Gambie a fixé au 10 janvier prochain la date de l'examen de sa demande d'annulation de l'élection présidentielle. Selon le président de la commission de la CEDEAO, le béninois Marcel de Souza, en échec des efforts de médiation pour persuader Jammeh à se retirer pacifiquement amènerait la CEDEAO à prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre l'impasse. La médiation politique entamée par la conférence épiscopale a abouti à un accord historique en République démocratique du Congo. Après des mois de négociations, les évêques de ce pays ont réussi à réunir pouvoir et opposition autour d'un accord politique. Il ressort que le président Joseph Kabila quittera ses fonctions à la fin de l'année 2017. Selon la Commission électorale nationale, aucune modification de la Constitution qui permettrait à Joseph Kabila de briguer un autre mandat ne sera faite. De plus, un nouveau Premier ministre dirigera le nouveau gouvernement. Le mandat de Joseph Kabila a expiré le 20 décembre, une fin émaillée par des violences qui ont coûté la vie à une trentaine de personnes. Enfin, il était le principal suspect de l'attaque du marché de Noël à Berlin. Anis Amri, c'est son nom. Il a été abattu jeudi soir par la police italienne à Milan. C'est ce qu'a confirmé le ministre italien de l'Intérieur lors d'une conférence de presse ce vendredi. Anis Amri se promenait seul dans les rues, dans la banlieue milanaise, quand deux policiers lui ont demandé ses papiers. Le suspect aurait alors sorti un calibre 22 et fait feu sur l'un des policiers avant d'être abattu par le second. Anis Amri était le principal suspect de l'attentat perpétré lundi soir contre un marché de Noël à Berlin.
revendiquée par le groupe État islamique. L'attaque avait fait 12 morts et des dizaines de blessés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi soir, et vous donne rendez-vous demain, samedi, pour le journal de 20h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Booba. Décidément, à chaque fois le vendredi, je veux qu'on soit le samedi, Booba, faut m'aider, hein. C'est ça, très bonne soirée. Week-end à toi. Et puis voilà, mesdames, messieurs, merci de regarder les programmes de la télévision Futur Média. Le 20 ans n'est pas fini, oui. L'invité arrive dans un instant.